13h, 14h. Les réussites de la diversité sur Beurre FM. Retour sur le plateau des réussites de la diversité en compagnie de Khalid et de notre invité du jour, en l'occurrence Yanis Khalfa. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on va te découvrir grâce à Beurre FM. Moi-même, le premier à te découvrir. J'arrive donc à ce moment important du lycée puisque tu as choisi l'option scientifique. Tu étais bon côté littérature. On te fait une remarque, mais bon, tu restes absolument dans la partie scientifique jusqu'au bac S. Et comment s'est passé le bac? Est-ce que tu l'as eu avec mention? Tu l'as eu normalement? Est-ce que dans ta classe, beaucoup l'ont eu également? Tu vois, c'est des petites choses. Alors, je l'ai eu avec mention, mais en travaillant beaucoup. Ouais. Parce que j'étais, comme je le disais, meilleur en littérature qu'en maths. Le jour des maths, j'ai tellement stressé. Je vais vous raconter encore une anecdote. Ma mère voulait que je prenne un petit déjeuner, j'avais l'estomac un peu noué donc je voulais pas prendre un petit déjeuner. Ma mère m'a quasiment dit prends un petit déjeuner, elle a beaucoup insisté, j'ai fini par le prendre et je l'ai vomi immédiatement. Tellement les maths me stressaient. D'accord. Voilà. Et donc pour vous dire, j'ai travaillé au bac quasiment que les maths, la physique et la SVT. Je n'ai pas révisé ni le français, je l'ai révisé parce que c'est en première donc j'avais alors, que ça. entre nous, tu as eu combien en français? J'ai eu 16. Ouais, voilà. Ça va, bien. J'ai pas révisé l'anglais et l'espagnol, j'ai eu 15. Ouais. J'ai révisé beaucoup les maths, j'ai eu 12. Ah, mais 12 en S, c'est. Voilà, mais en révisant beaucoup. Ouais. J'ai révisé quasiment que ça, les maths, physique. Donc j'ai beaucoup travaillé malgré la difficulté. Et là où j'avais des facilités, j'ai un peu mis en parenthèse les révisions. C'est comme ça que On l'a je suis compris. sorti. Voilà. Très bien. Donc après, il y a le choix des études supérieures. Oui. Et souvent, quand on est dans la préparation du bac, il faut penser à écrire des courriers à différentes universités, à la fac, etc. Est-ce que je vais être pris, je ne vais pas être pris? Comment tu as géré ce moment entre la préparation du bac, où tu avais quand même le stress des matières scientifiques, et tous ces dossiers qui te permettent de franchir un palier et d'entrer dans les études supérieures? Alors, bizarrement, mes parents étaient plus stressés que moi sur cette partie. D'accord. Là. Moi, je savais que je voulais faire ingénieur informaticien. Donc, j'ai déposé un dossier en école d'ingénieur à Caen. Et j'ai mis des plans B. Toujours, IT, bien sûr. Voilà. On Mais est passé je me par suis là. dit, je fais ça. Et j'avais dit à mon père, ce sera ça ou rien. Et je me rappelle que mon père était très fâché que je lui dise ça. Et j'ai dit, papa, je veux soit ça, soit ingénieur, soit rien. Il m'a dit quand même, essaie de voir un peu plus large. J'ai dit non, je déposais Alors, 3 donc vœux. plan A, Caen, plan Voilà. B, Rouen, plan C, je sais pas moi, Paris, c'est ça. mais ça reste ingénieur informatique. Exactement. On est d'accord. Voilà. Bon, ouais. Et j'ai fait donc un entretien, et finalement j'ai été pris. Et donc j'ai passé 5 années à étudier ingénierie informatique à Caen. Donc t'as fait quelle école Supinfo. Supinfo, Voilà. d'accord. Supinfo, donc école super informatique à Caen. Donc il y avait une prépa intégrée, Prépa intégrée après le bac, puis D'accord, cycle sur les deux- ingénieur, plus signe toute la même d'ingénieur. école à Caen. Ok. Là maintenant, ça devient intéressant. Donc, tu as quand même un profil de quelqu'un qui a bien réussi, jusqu'à bac plus 5, mais il y a quand même, maintenant j'arrive au volet engagement, il y a ce qu'on appelle des étapes intermédiaires, puisque tu m'avais parlé déjà dès l'adolescence, tu commençais à bouger un peu partout, la MJC d'Elbeuf, cette association scientifique. Le club CNRS Jeune Ouais. qui était aussi dans la MJC d'Elbeuf. Exactement. Donc tout ça te prenait aussi un peu de temps en plus des études. Oui. C'était une vraie préoccupation de mes parents aussi. Ouais. Mais comment tu arrives à gérer ce moment-là? Je ne saurais pas vous dire comment j'ai fait à l'instant T. Par contre, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me rends compte que ça m'a apporté beaucoup plus que ce que j'ai mis en énergie dedans. Ça veut dire que l'associatif, c'est vrai que c'est du temps qu'on passe pour les autres, mais c'est aussi beaucoup de choses desquelles on s'enrichit. Déjà parce qu'on s'enrichit des gens, on a des gens très divers dans l'associatif, avec des expériences très... par exemple, parmi les personnes que j'ai rencontrées, beaucoup de personnes beaucoup plus âgées que moi, qui ont connu par exemple les jeunesses ouvrières chrétiennes, des jeunes communistes qui ont vieilli, des gens de tous horizons. Et ces personnes enrichissent votre parcours par leur expérience. Moi, je sais que quand j'étais étudiant, je revenais chaque week-end à Elbeuf. Et je passais beaucoup de temps avec des personnes, je peux citer par exemple Ginette Vicomte, qui malheureusement nous a quittés pas très longtemps, quelques années, qui en fait était directrice de la bibliothèque et qui avait beaucoup d'engagement associatif, et j'aimais beaucoup passer du temps avec elle parce qu'elle me partageait un peu son expérience. Ce genre de personnes me démontraient aussi qu'avec de la volonté, avec de l'énergie, avec des bonnes volontés qui pouvaient nous entourer, on peut faire beaucoup de choses en fait, notamment au niveau local. Et c'est aussi des gens à qui j'aimerais rendre hommage. Je profite de l'antenne pour le faire. Ah justement, ce qui est quand même extraordinaire, Yanis, tu es à Caen, le week-end quand tu viens,
ce n'est pas pour te plonger dans tes cours, mais c'est pour t'engager comme n'importe quel citoyen dans les structures associatives, puisqu'Elbeuf est une ville où l'engagement citoyen est très élevé. Tu prends de la bouteille auprès des anciens. Tu es là plutôt pour rendre service, parce que peut-être que tu sais d'où tu viens, tu sais également par où tu es passé, pour essayer de transmettre ce que tu as eu comme vécu durant cette phase adolescence, jeune adulte et étudiant supérieur. Alors oui, c'est vrai, je sais d'où je viens, je n'ai jamais oublié d'où je venais. Quand je suis par exemple à Paris, je suis très souvent à Paris pour mon boulot, on me dit d'où tu viens. Ben, je dis pas que je viens de Rouen, parce que c'est un peu la facilité qu'on a, on me dit je viens de Rouen. Moi je dis pas je viens de Rouen, je dis vous voyez où est Rouen ? Eh bien Rouen c'est à côté d'Elbeuf. Et pas l'inverse. Voilà. D'accord. Voilà. C'est un peu la façon que j'ai de mettre en avant Elbeuf. C'est la ville quand même qui m'a vu naître et grandir pendant 18 ans et que j'ai jamais finalement quitté même quand j'étais étudiant. Mais vous l'avez souligné un peu tous les deux. Je sais d'où je viens. Et en fait, ce qui me tient à cœur, c'est aussi de faire de sorte que les potentiels qui s'ignorent puissent s'exprimer. Avec la même association dont j'ai parlé tout à l'heure, donc Solidaction qu'on a cofondée quand j'avais 16 ans, on a fait quand j'étais en première année d'école d'ingénieur, avec mes meilleurs amis toujours, une opération qui s'appelait les 10 semaines vers la réussite. Alors qu'est-ce que c'était que ça ? On a réuni autour de nous des gens qui étaient avec moi au lycée et qui faisaient soit des langues, soit du français, soit de la physique, des maths. Et donc on a eu toutes ces compétences qui étaient au lycée avec nous, donc qui venaient d'Elbeuf, qui ont grandi à Elbeuf. Et pendant 10 semaines, on a accompagné les jeunes de la ville qui préparaient le brevet et le bac. Et donc on a personnalisé leur parcours en fonction des compétences qu'on avait autour de nous pendant 10 semaines. Et on a eu des résultats vraiment très bons. Ils ont tous eu le bac avec de très bonnes notes. Et l'objectif c'était quoi aussi ? C'était de leur faire réaliser que des gens qui venaient du même endroit qu'eux pouvaient réussir. Et quand on se dit, voilà un tel qui a été au collège du Montvalot avec mon frère ou mon grand frère, ma grande sœur, il a réussi après, pourquoi pas moi ? C'est ce pourquoi pas moi en fait qu'on aime susciter chez les jeunes. C'est pas juste dire qu'on est des réussites pour être des réussites, c'est-à-dire qu'on n'a rien de plus ni de moins que vous. Si on a réussi, vous pouvez aussi réussir. Est-ce qu'à partir du moment où tu étais comme ça à fond dans l'engagement citoyen, tu t'es dit qu'un jour, peut-être, tu vas t'engager politiquement ? Ou bien non, tu étais dans tes études, des études que tu aimes, que tu as choisies, par rapport au métier que tu voulais exercer plus tard, plus cet engagement citoyen qui te permet également de t'enrichir, d'emmagasiner également des valeurs humaines que seuls d'autres anciens peuvent te transmettre. Est-ce que, à travers tout ce process d'engagement, passe-moi l'expression, tu t'es dit, oh, la politique, de toute façon, c'est toujours pareil, donc je reste plutôt dans ce que je maîtrise le mieux ? Alors, je me suis toujours intéressé à l'actualité politique. Oui, mais, comme tout jeune, on aime voir ce qui se passe, c'est normal. C'est ça. Okay. Mais mon engagement partisan était très tardif. Malgré tout, je vais vous raconter encore une anecdote, j'aime bien les anecdotes. Lorsque j'étais au lycée en terminale, je suis du mois de décembre. Fin du premier trimestre, 5 mois après c'est le bac, à quoi on peut penser ? Alors, toute ma classe pouvait voter sauf moi. Parce que j'étais de fin d'année, donc en 2007. Ah oui. Et donc j'avais une frustration énorme. La fameuse inscription sur les listes avant le 31 décembre. Alors, le problème, c'est que j'avais pas 18 ans au moment de l'élection. Oui, parce que tu es né en décembre, en fin d'année. Voilà. Eh bien, malgré tout, je m'intéressais à la campagne et je m'intéressais à François Bayrou. Et j'ai réussi à convaincre mes deux parents de voter pour François Bayrou. Parce que j'avais été séduit par son discours qui prenait en gros une vision non sectaire de la politique. Donc c'est pas parce qu'une idée vient de gauche et que t'es de droite que tu vas être contre, et inversement. Ça me fatiguait déjà à l'époque, ça me fatigue toujours aujourd'hui. C'est beaucoup plus tard que j'ai adhéré au Modem, puisque ça fait que 3 ans que je suis adhérent du Modem. Et entre-temps, j'ai fait quand même campagne 2 ans pour Alain Juppé, pour la campagne donc, de la primaire de la droite et du centre. Et donc mon premier coup de cœur politique après François Bayrou, c'était Alain Juppé, que je suivais depuis très longtemps via les réseaux sociaux. Le déclencheur pour moi, c'était de rencontrer des étudiants bordelais à Caen. Et ils avaient cette façon de parler de leur mère qu'on ne voyait nulle part ailleurs. Je me suis dit, si les gens parlent de leur mère ainsi, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et donc de fil en aiguille, je me suis intéressé à Alain Juppé, à ses expressions publiques, jusqu'à émettre publiquement le souhait qu'il se présente à la primaire. Et j'ai été contacté entre deux par sa proto-équipe de campagne, et j'ai naturellement intégré l'équipe de campagne d'Alain Juppé, qui a fait campagne pendant 2 ans. Et parmi ses propositions fortes, il y a notamment le fait de cultiver l'identité heureuse. C'est-à-dire que chaque Français peut être heureux en étant ce qu'il est, et en apportant en fait cette plus-value à la société. Et bizarrement, j'ai intégré le Modem pendant la campagne de Juppé, parce que je ne me voyais pas intégrer les Républicains, qui ne me convenaient pas personnellement. De par le discours de
des leaders de l'époque. Voilà, oui, absolument. Ouais. Et par les personnes aussi qui avaient dans Qui le parti. incarnaient, Il y a des ouais. personnes très bien que j'ai connues dans les Républicains, mais globalement, je me sentais pas à l'aise dans le cadre. C'est pas le cas du MoDem, et puis j'étais revenu un peu à mes premières amours, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais convaincu mes deux parents de voter pour François Bayrou en 2007, alors que j'étais encore au lycée. Et donc je me retrouve aujourd'hui membre du MoDem, donc bien sûr aussi En Marche parce qu'on est alliés, et je suis accessoirement aussi membre du bureau national des jeunes démocrates, donc le mouvement de jeunesse du MoDem, en charge des relations avec la presse. Très bien. Alors tu vois, Khalid, hein, tu vois comment on arrive à ce parcours. Et donc, quand tu as pris conscience que tu devais faire de la politique, suite à une frustration, hein, soyons clairs, tu t'es dit, je suis un Français, comme n'importe quel autre Français. Le discours du MoDem me plaît parce que il intègre la diversité sans aucune exclusive. Donc, j'y vais. Je fonce. Tu n'as pas calculé. Déjà, entre 2007, l'élection où j'ai Ouais. donc convaincu mes parents de On voter est d'accord. Bayrou, Ouais. et mon engagement politique partisan, il y a quand même eu quelques années qui se sont écoulées. Ouais. Mais alors, justement, dans cette phase assez creuse, qu'as-tu fait quand même politiquement ? Entre le moment où tu as eu cette frustration de 2007 et puis ensuite, est-ce qu'aussitôt tu t'es inscrit sur l'électoral ? Alors, j'ai toujours été inscrit sur la liste électorale. Ouais. Pour ainsi dire, j'ai découvert les élections, le concept des élections, en CE1, dans le cours d'éducation civique. Et je me souviens être rentré chez moi et avoir dit à mes parents, mais c'est génial en fait, c'est nous qui choisissons le président de la République. Moi je pensais, vous savez, je lisais des contes de fées, etc. Je pensais que c'était comme un roi et que finalement non, on le choisit. Et je dis à mes parents, c'est génial. Et du coup, à partir de ce CE1-là, Oui. mes parents m'ont toujours emmené au bureau de vote. Donc je l'ai accompagné et c'est moi qui glissais, vous savez, le petit bulletin dans l'urne. Oui. Dans l'isoloir, mes parents me donnaient le petit enveloppe et c'est moi qui l'a glissé D'accord. dans l'urne. Et peut-être que du coup, 2007, après le CE1, c'est une graine qui a germé pendant quelques années. Et c'est plus tard que je suis revenu à cet engagement politique plus partisan. Et En fait, ce qui m'intéresse, c'est passe-moi l'expression, cette phase désertique. oui. 2007-2012. Mais C'est après, plus c'est l'engagement pas... associatif. Voilà, Et moi, Voilà, je définis ok. pas- c'est peut-être ça, ouais. Il y a d'autres Je choses. définis pas l'engagement associatif comme apolitique. Moi, je pense que l'engagement associatif est éminemment politique, mais il doit être apartisan, mais pas apolitique. Quand on se saisit d'un problème dans un endroit pour essayer de faire mieux, eh bien, c'est un engagement citoyen et par extension politique. Même si c'est pas partisan, c'est de la politique, c'est pour le bien commun. Et moi, je définis les politiques comme de l'action dans le sens du bien commun. En tout cas, j'espère que la plupart des gens qui s'engagent en politique, et je le pense, s'engagent dans l'esprit d'aller vers le bien commun, vers l'amélioration du bien De commun. toute façon, à mon avis, hein, dès lors où on est citoyen, donc on agit pour la cité, on fait un acte quelque part politique. Tout à fait. Que ça soit un engagement personnel ou que ça soit un engagement associatif. C'est vrai qu'en ce moment, on a plutôt l'impression que pour faire de la politique, faut être dans un parti politique, faut être engagé politiquement, mais non. N'importe quel citoyen peut quelque part faire de la politique au sens noble, c'est-à-dire servir son pays, faire un acte citoyen, etc. Et je sais que toi, tu as participé dans beaucoup d'associations, telles que Coexister d'ailleurs, Oui, tout à fait. et tu pourras peut-être nous en toucher quelques mots. Absolument. Entre 2007 et aujourd'hui, j'ai été étudiant. Et donc dans mes études, j'ai notamment participé à beaucoup d'associations de jeunesse. J'ai été président de Étudiants Musulmans de France à Caen, avant d'être le porte-parole national, dans des périodes qui n'étaient pas forcément très faciles, puisque c'était entre Charlie Hebdo et le 13 novembre. Et j'étais aussi très engagé dans Coexister, donc l'association Coexister, qui était un mouvement de jeunesse interconvictionnel, donc qui regroupe des juifs, des musulmans, des chrétiens, des agnostiques, des athées. Et en fait, Coexister, en gros, base son action sur 3 axes principaux. La première étape, c'est le dialogue et l'interconnaissance, puisqu'on estime que l'ignorance est à la base de beaucoup de notre société. Et donc connaître un peu qu'est-ce qu'un juif, ses rituels, ses convictions, qu'est-ce qu'un musulman, etc. On démystifie un peu les stéréotypes, les préjugés. On a une vision plus apaisée en fait de l'autre. Une fois que cette première étape du dialogue est passée, il y a ce qu'on appelle le faire ensemble. Vivre ensemble, c'est bien, mais faire ensemble, c'est mieux. Oui. C'est des choses très simples. Par exemple, des dons du sang. Une opération qu'on appelait ensemble à 100%. Parce que le sang, quand on en a besoin et qu'on le reçoit, on s'en fiche d'où qu'il vienne. Il peut être le sang d'un juif, d'un chrétien, d'un musulman, d'un athée. Il nous sauve la vie. C'est juste qu'on a besoin de sang pour... Exactement. Voilà. Et quand on donne son sang, on ne sait pas qui va aller. Donc philosophiquement, c'est très puissant. Ça peut être aussi des maraudes, donc donner des denrées alimentaires aux pauvres. Quand on est pauvre et qu'on a faim, eh bien, peu importe d'où que vienne la nourriture, on est content d'avoir quelque chose à manger, et inversement. Et enfin, dernière partie, c'est la sensibilisation. C'est bien d'avoir tout ça pour nous, mais c'est encore mieux de le répandre dans la société, et donc aller dans les écoles pour parler de laïcité, pour parler de vivre ensemble. Vous savez, quand on intervient dans les collèges avec Coexister, souvent on laisse les jeunes, notamment les collégiens, exprimer leurs fausses idées. Par exemple, on leur dit, pour vous,
Dites-moi tout ce qui vient à votre esprit quand je parle d'un juif, par exemple. On va entendre des stéréotypes, par exemple, les juifs sont riches ou ceci, cela. Musulmans, on va entendre les musulmans sont des terroristes. On laisse exprimer ça, puis on déconstruit après. On leur dit en fait, c'est pas tout à fait vrai, c'est même tout à fait faux, puisque voilà. Et on donne des exemples concrets avec des outils pédagogiques. Et c'est comme ça qu'on déconstruit les préjugés, qu'on rapproche un juif d'un musulman, d'un chrétien, d'un athée, d'un agnostique, et qu'on apprend à respecter tout le monde. Et on en revient un peu à cette identité heureuse que j'ai défendue pendant 2 ans aux côtés d'Alain Juppé. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de hasard dans mon engagement. Tout est plutôt cohérent et logique finalement. Très bien, merci beaucoup Yanis. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve dans un instant justement pour parler de cette arrivée dans la politique non pas juppéiste mais macronienne, puisque il est quand même suppléant de Sierra Silla, qui est la députée sur la 4e circonscription de la Seine-Maritime. Les réussites de la diversité reviennent dans un instant sur Beurre FM.